Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de jeux vidéo, de gameplay et de narration. Vous savez, de temps en temps, il y a des jeux qui vous font complètement changer votre perception d'un médium. Pour moi, pour le jeu vidéo, ce fut Metal Gear Solid 1 sur la première PlayStation. Développé par Hideo Kojima sous la houlette de Konami, le bon vieux temps comme on dit, c'est un des premiers jeux où une interaction m'a marqué. En effet, cela peut sembler assez bête, mais dedans il y a un combat de boss contre un ennemi, Psycho Mantis, qui est un télépathe, ce qui fait qu'il peut prévoir tous nos mouvements, ce qui rend le combat assez retors. Cependant, il y a une technique assez simple pour s'en sortir. Changer le port de la manette. En effet, la débrancher et passer en joueur 2 fait qu'il n'arrive plus à anticiper nos mouvements et cela devient enfin un match. Bref, une interaction assez connue dans le monde du jeu vidéo, mais c'était un rappel pour les néophytes de l'œuvre de Kojima. Pourquoi cela m'a-t-il marqué? Car c'est la première fois que je me suis dit « Mais c'est fou, on ne peut pas faire ça dans un film ». Et ça a changé ma manière de voir le médium. Mais faut-il ce genre d'interaction et de synergie pour qu'un jeu vidéo soit bon? Cela a-t-il un réel intérêt? Bon, soyons honnêtes, non, ce genre d'interaction n'est pas obligatoire pour faire un bon jeu vidéo. On peut de toute façon raconter une histoire avec des cinématiques bêtes et méchantes, mais qualitatives, ou avec du storytelling visuel via l'environnement. Prenons l'exemple de The Last of Us, qui utilise ces deux éléments et permet d'avoir un attachement au personnage, d'être impliqué dans l'histoire, sans que cela nécessite des artifices ou des gimmicks comme j'ai pu parler avant de Metal Gear. Mais j'aimerais vous donner d'autres exemples de narration liée au gameplay qui permettent de raconter des choses. J'ai récemment joué à Xenoblade Chronicles 3. Jeu ma foi de fort bonne qualité, mais ce n'est pas le sujet, je vous renvoie vers ma review. Celui-ci est la suite de Xenoblade 1 et 2, oui je sais, fallait le deviner, et qui fait fusionner ces deux mondes dans le jeu. Mais cela se voit aussi au travers du gameplay. En effet, la série Xenoblade se joue en utilisant des skills sous différents timings. Dans le 1, ces skills se rechargeaient au fur et à mesure du temps, alors que dans le 2, ceux-ci se rechargeaient en faisant des auto-attaques. Une différence entre les deux jeux qui n'avait pas besoin de justification, c'était juste une itération dans le gameplay. Et pour Xenoblade Chronicles 3, on retrouve les deux systèmes. Pour le coup, chacun des deux camps qui composent l'univers en guerre de cet opus utilise l'une des deux manières de recharger ses skills, signifiant que c'est une guerre entre les peuples de Xenoblade Chronicles 1 et ceux de Xenoblade Chronicles 2. Pour le joueur qui découvre la série avec ce jeu, ce n'est que du gameplay sans trop d'implication. Mais pour le vétéran de la licence, c'est du storytelling assez subtil qui apporte sa petite touche à la découverte du jeu. Encore une fois, cela n'est absolument pas nécessaire, et qui plus est, cela est explicité dans le jeu en lui-même. Mais l'utilisation de la grammaire vidéoludique en fait mine de rien une œuvre propre à ce médium. Prenons encore un autre exemple. J'aurais aimé vous parler de la fin de Metal Gear Solid 3, vu comment ce fut aussi un moment marquant de ma vie de gamer. Mais nous avons assez parlé de l'œuvre d'Hideo Kojima dans cette vidéo, donc parlons plutôt de Nier Automata. J'ai longuement hésité à en parler, par peur de ne pas rendre hommage à l'œuvre de Yoko Taro, mais allons-y, let's go, c'est parti les amis. Attention, spoiler. Nier Automata est un jeu réalisé et scénarisé par Yoko Taro grâce à l'aide du studio Platinum Games. Nous jouons des androïdes qui combattent dans une guerre de proxy pour les humains contre des machines envoyées par des extraterrestres. Au cours du jeu, nous incarnons 2B, 9S et A2 accompagnés de leurs pods au travers de plusieurs fins qui nous amèneront à apprendre de nombreuses choses sur ce conflit et surtout l'humanité, à la fois factuellement et philosophiquement. En effet, plusieurs philosophies sur la vie et son sens sont confrontées dans le jeu, et ce qui en ressort principalement est le nihilisme, qui est le rejet de toute croyance d'un être supérieur et sur le fait que nous sommes seuls responsables de nos actions
et du sens de notre vie. Je schématise grandement pour ne pas vous saouler. Arrive donc la vraie fin où nos 3 personnages ont malheureusement péri lors de leurs aventures, mais le pod rejette ce fait et choisit de les sauver. Pour parvenir à cela, il nous incombe un dernier combat, celui d'affronter les créateurs du jeu. En effet, l'on affronte les crédits du jeu dans un shoot'em up vertical, et un bien difficile en plus, même trop difficile. Le jeu te propose alors de l'aide. Tu peux la refuser, mais tu te rends vite compte que sans aide, cela sera impossible. Tu finis par accepter, et là tu vois d'autres joueurs qui te viennent en renfort, avec des messages d'encouragement de surcroît. Mais même avec cela, certains des joueurs venus t'aider succombent, mais d'autres viennent en renfort. Et finalement, le combat s'achève sur votre victoire. Après ce soulagement, le pote t'explique ce qu'il vient de se passer. Chaque joueur qui t'a aidé a été confronté à un choix que l'on te soumet aussi. Es-tu prêt à sacrifier ta sauvegarde, toutes ces heures de jeu, tous ces accomplissements que tu as accomplis pendant plusieurs dizaines d'heures de jeu pour aller aider un autre joueur, sachant que tu ne recevras aucune gratitude et que le joueur qui va recevoir ton aide est peut-être une mauvaise personne. Et tu fais ton choix. Et comme beaucoup, j'ai choisi d'aider un autre joueur et j'ai ainsi perdu toute ma progression. Mais de par tout cela, j'ai compris tout le message nihiliste, humaniste et plein d'espoir du jeu au moment où mes actions et mes choix ont permis de retrouver 2B, 9S et A2 en impliquant le joueur, en impliquant moi dans cette aventure de manière directe. Et mine de rien, c'est le genre d'implication et de narration seulement possible via un jeu vidéo, et là est le tour de force de Yoko Taro. Je vais conclure en vous répétant que un bon jeu n'a pas besoin forcément de tous ces gimmicks, de tous ces aspects pour être un jeu marquant. Cependant, un créateur qui utilise les spécificités de son médium a plus tendance à généralement à poser une marque sur ses œuvres qui les rendent inoubliables et font avancer son art. En espérant vous avoir apporté des pistes de réflexion, n'hésitez pas en commentaire à me raconter vos expériences inoubliables liées aux jeux vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!